Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Marché et Stratégie. Nous sommes à quelques semaines, à un petit mois du premier conseil de politique monétaire de cette année 2024, l'occasion pour nous de commencer à constituer une sorte de consensus, savoir un peu quels sont les avis des opérateurs là-dessus. Donc on va essayer d'ici là d'avoir le plus d'éléments, le plus de retours, le plus d'anticipation possible de la part de nos différents invités professionnels. De ce sujet et de bien d'autres, on va parler aujourd'hui et j'ai le plaisir de m'accompagner aujourd'hui dans les débats Mounir Mullo, président directeur général de la société de gestion d'OPCVM, Twin Capital Gestion. C'est Mounir, bonjour. Bonjour, c'est Adil. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté de participer à ce débat. Et à ma gauche, Abdelzak Mghraoui, notre consultant. On a l'habitude de le voir maintenant, donc j'arrête de vous le présenter. Bonjour Abdelzak. Bonjour Adil. Alors, je commence d'abord pour vous donner le programme de ce débat aujourd'hui, assez chargé, donc on va essayer de dérouler rapidement. On va parler du contexte sur la situation budgétaire de l'État. Est-ce que globalement il est sous pression ou pas? On va essayer de faire réagir nos deux intervenants aujourd'hui sur ce sujet. On se projettera ensuite dans le conseil de BAM de mars 2024, voir un peu quelles sont les attentes, les projections, et puis on pourra même se projeter au-delà pour voir si nos différents invités ont quelque chose en tête sur ça. Et puis on parlera du marché obligataire, quelle est l'orientation à attendre des taux à court et moyen terme, et on finira par les flux au PCVM, voir un peu quelle est la dynamique actuellement et essayer de comprendre pourquoi. Voilà messieurs pour le débat, est-ce que ça vous va? C'est parfait. Très bien, donc on y va. Je démarre par vous, Mounir Mellouk. Situation budgétaire actuelle, quel est votre commentaire là-dessus? Est-ce que le budget est sous pression ou pas? Alors, comme vous le savez, quand on parle de situation budgétaire, on parle d'équilibre entre les recettes et les dépenses de l'État. Si on devait analyser les chiffres à fin décembre 2023, nous constatons que les recettes ont évolué à un rythme plus important que les dépenses, et cela est dû à un bon comportement d'une part des recettes fiscales, mais aussi des recettes non fiscales alimentées dans ce sens par les recettes liées au financement alternatif. Du côté des dépenses, on a essentiellement la masse salariale qui a progressé à un rythme, je dirais, inférieur aux prévisions de la loi de finances, qui est une bonne chose, et ce qui a permis donc de contenir le plus gros des dépenses à un rythme autour de 2%. Nous avons certes une hausse des charges financières liées à l'endettement extérieur de l'État, mais qui a été contrebalancée également par le niveau des charges de la compensation qui ont accusé une baisse par rapport à l'année 2022. Alors, cette situation a donné un premier niveau je dirais, de solde du budget de l'État, ce qu'on appelle le solde primaire, qui est donc ressorti à un niveau beaucoup plus important que 2022 et en hausse par rapport aux prévisions de la loi de finances. On parle de quelque chose comme 30 milliards de dirhams. Cette manne financière a permis à l'État donc d'augmenter son budget d'investissement, qui s'était établi à peu près à 111 milliards de dirhams, en hausse de plus de 11%. Si on tient compte également de certaines dépenses et des recettes, je dirais, exceptionnelles, le solde du budget de l'État est sorti en fin 2023 avec un niveau inférieur aux prévisions et par rapport à 2022. On parle de quelque chose comme 4,4% contre 4,5% pour la loi de finances et 5,4% par rapport à 2022. Donc, tout cela nous montre que l'État arrive à bien gérer les équilibres du budget de l'État. Et ce n'est pas la première année qu'il le montre. Cela fait plus de 3 ans. Depuis le Covid, nous avons enregistré une hausse des dépenses, mais qui ont été accompagnées par des efforts en termes de collecte des recettes fiscales et en termes d'alternatives de financement. Alors, je vous ferai réagir sur peut-être les prévisions sur l'année, mais déjà, Abdelzak, vous, est-ce que vous avez cette même lecture? On a vu que c'est relativement confortable par rapport aux chiffres qui ont été publiés jusqu'à présent. Oui, tout à fait. Donc, sur l'année 2023, donc, la lecture qui vient de paraître, c'est qu'il y a une amélioration en fait, du déficit budgétaire, à la fois, comme a dit Mounir, à la fois par rapport à l'année d'avant et par rapport à la loi de finances de 2023. Donc déjà, ça, en soi, c'est mieux que prévu, c'est mieux que ce qui a été prévu. Voilà, mais il faut rappeler que
2023 vient après l'année 2022 qui était une année un peu difficile, mais on sait les raisons. C'était la guerre de l'Ukraine, la flambée des matières premières, le pivot un peu très agressif de la réserve fédérale au niveau international. Et tout ça avait créé une sorte d'attentisme de la part des investisseurs sur le marché local. Donc c'était après une année un peu 2022 qui était difficile sur le marché de la dette publique. 2023 et s'est comporté était complètement différente et les choses se sont améliorées progressivement, notamment à cause de la baisse des matières premières. Très bien. Sur 2024, est-ce que vous maintenez votre même degré de confiance ou est-ce qu'il y a des zones d'inquiétude pour vous? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que 2024 est intégré dans le projet de loi de finances, qui lui-même a intégré un certain nombre de dépenses. Il a intégré le contexte dans lequel on évolue. D'abord, tout le programme de restructuration et d'investissement pour la relance économique, notamment après le séisme et tenant compte d'un certain nombre de paramètres. Et en plus, l'État a prévu aussi un niveau d'aide sociale qui rentre dans le cadre, je dirais, de la nouvelle stratégie de couverture médicale. Donc on peut dire que le budget de la loi de finances, en intégrant tous ces paramètres, ou plutôt tous ces paramètres, ressortirait vers un déficit autour de 4%, ce qui est une amélioration par rapport à 2023 et par rapport à 2022. On parlerait de quelque chose comme 60 milliards de dirhams. Le financement de ce déficit, en plus des tombées qui sont évaluées à peu près à 130 milliards de dirhams, on serait autour d'à peu près 10 milliards de dirhams par mois. Ce n'est pas un chiffre qui est inquiétant, c'est un chiffre pour nous normatif. Le Trésor a déjà l'habitude de se financer à ce rythme et donc pour nous, cela ne présenterait pas ni de choc ni d'inquiétude particulière par rapport au budget de l'État et cela s'inscrirait dans la continuité de ce qu'on a connu par rapport à l'année 2023. Donc les marchés plutôt rassurés par rapport à ce point. Si tu permets, c'est Adil, juste pour compléter un peu l'image, à court terme, donc je pense qu'en 2024, il n'y a pas d'inquiétude particulière à se faire sur les finances publiques. C'est en amélioration continue, en fait, le déficit il est en amélioration continue, même dans le plan triennal qui a été annoncé par le ministre des Finances dans le cadre de la loi organique de la finance. Il prévoit une amélioration assez intéressante d'ailleurs du déficit public et une certaine stabilité de taux, mais qui est drivée peut-être par la réforme qui était déjà annoncée de la décompensation. Donc en principe on s'attend à un début vraisemblablement à partir du mois d'avril, d'après les dernières annonces qui ont été faites. Et cela, ça devrait dégager des marges de manœuvre supplémentaires pour le Trésor, progressivement. Et donc, ça vient un peu compenser l'effort social qui est fait à travers notamment la réforme sociale. Mais ceci dit, moi je garde en tête aussi des points de vigilance à moyen terme sur les finances publiques. Donc il y a des réformes structurelles qu'il va falloir peut-être attaquer à un moment ou à un autre, donc, comme celle des retraites. Donc, aussi, il y a certains établissements publics dont la situation il est un peu fragile, on va dire, comme l'ONE ou comme la RAM. Donc tout ça. Mais il y a aussi la question un peu sur les financements innovants, qui sont en réalité des sale and leaseback de la part des actifs immobiliers de l'État. Donc il y a un peu, comme a dit Mounir, c'est quelque chose qui a contribué positivement en 2023, mais aussi les années d'avant, les années d'avant, et c'est prévu que ça contribue, mais on n'a pas de visibilité à moyen terme sur cet élément-là. Comment il va se dénouer notamment. Voilà, à quel point c'est soutenable ce levier-là. Très bien. Alors, effectivement, il y a des points de vigilance à suivre et moi je dirais face à ces points de vigilance, l'État a quand même certaines marges de manœuvre. On se rappelle pour la loi de finances 2023, il était prévu de se financer à hauteur de 80% à l'extérieur et 20% sur le marché local en termes de financement de déficit. En fin 2023, on n'a fait que 50%, donc
à l'extérieur et 50% sur le marché local. Et cela montre qu'il y a une marge de manœuvre sur le financement extérieur. On était censé se financer à hauteur de 60 milliards de dirhams, alors qu'on a fait à peine pas plus de la moitié, ce qui montre que aussi, si des risques étaient à être gérés par l'État, il y a des marges de manœuvre au niveau de l'investissement et au niveau du financement extérieur, comme on l'a vu, permet à l'État de se financer à des conditions, je dirais, intéressantes. Aujourd'hui, vous trouvez que les conditions sont meilleures, par exemple, que l'année dernière sur les spreads, notamment à l'international. Vous sentez qu'il y a une détente? Alors, il y a une détente parce que d'abord, on est dans une configuration, je dirais, positive par rapport à ce qui s'est passé il y a 2 ans ou il y a un peu plus d'1 an. Donc les marchés sont plutôt confiants quant à l'évolution des taux d'intérêt. Il faut noter aussi que les 10 ans, les taux américains qui sont, je dirais, la référence des financements extérieurs du Maroc ont évolué à la baisse. Il est vrai que ces derniers temps, ils ont été un peu volatiles parce qu'il y a une vigueur de l'économie américaine qui laisse présager peut-être un report du processus baissier des taux d'intérêt, mais dans l'ensemble, on est plutôt sur une tendance baissière qui devrait être favorable d'ailleurs au Maroc et qui pourrait en profiter pour se financer à des conditions meilleures. Très bien. Alors, on passe au prochain conseil de BAM, c'est en mars, c'est dans quelques semaines, c'est pile, je crois, 1 mois après la sortie de la vidéo aujourd'hui. Pour vous, quelles sont les attentes par rapport à ce premier conseil? Alors déjà, vous, Abdelrazak, lors d'une première intervention, vous nous expliquiez que ça ne serait pas aberrant que Banque Maghreb commence à penser à un pivot, à lâcher du lest. Est-ce que vous maintenez, au vu justement de ce qu'on a entendu sur la Fed, etc., est-ce que vous maintenez vos prévisions ou est-ce que... Oui, en fait, la première question, est-ce que la banque peut le faire ou pas? Je pense qu'à partir des mois prochains, surtout sur l'élément inflation, que je pense qu'il va commencer à baisser progressivement. Donc, je pense que de ce point de vue-là, la Banque centrale sera plutôt à l'aise, sachant que la mission première de la Banque centrale du Maroc, c'est l'inflation. Mais il y a un autre élément aussi qui plaide, et dont on a aussi, et Mounir a parlé aussi, c'est la politique monétaire au niveau des banques centrales internationales. Donc, encore une fois, les prévisions au niveau international, surtout pour la Fed, parce que c'est la banque centrale la plus importante au niveau mondial, c'est qu'il y aura une baisse. Maintenant, là, tout le débat au niveau américain, c'est juste sur le timing de cette baisse. Est-ce que ça va commencer en mai? Mars déjà s'est écarté parce que ça a été écarté par les responsables de la Fed. Mais la question maintenant, est-ce que c'est en mai, en juin? Mais au moins, il y aura 3 baisses de 0,25 points de base. C'est ce qui est pricé au niveau international. Donc, si on résume, il y a un contexte international qui est plutôt baissier d'un point de vue politique monétaire sur la deuxième moitié de l'année surtout. Il y a une inflation au niveau international, mais aussi au niveau local, qui va ralentir considérablement après le pic de l'année dernière. Donc, si vraiment la Banque centrale, on va dire la politique restrictive qu'elle a menée jusqu'à présent était uniquement ou essentiellement justifiée par l'inflation, alors elle peut justifier maintenant un petit retournement. Rapidement, mars, vous pensez statu quo, baisse? Mars, j'écarterai complètement un changement sur la Banque centrale du Maroc. Par contre, la question, je pense, le consensus du marché local, il se dirige plutôt vers décembre. Bon, voilà. Mais il n'y a pas de visibilité claire sur ce point-là. Mais ce qui est important, ce n'est pas le timing. On n'est pas à un trimestre près, on va dire. Ce qui est important peut-être pour les investisseurs, que ce soit sur le marché oblig ou sur le marché action, c'est que ça va se faire. Quand un trimestre de plus ou un trimestre de moins, ce n'est pas ça qui va... Très bien. Mounir Mlouk, votre avis là-dessus, déjà sur le prochain conseil, comment vous le voyez? Comme vous le savez, le conseil de BAM, c'est les taux directeurs. Les taux directeurs, c'est l'inflation. Oui. Comme ce qui vient d'être dit, l'inflation a enregistré une baisse durant le deuxième semestre 2023. Donc on a été à 3,4% à fin décembre. Et si on devait se projeter, si on devait extrapoler, on devrait dès le mois de janvier être à un niveau au-dessus de 3%. C'est la cible. Non, alors,
La cible, c'est plutôt du 2%, tout à fait. Donc, on serait en dessous de 3%, et à partir du mois de février, on serait même en dessous de 2%. Donc, ce qui conforte cette moyenne ou ce ciblage d'inflation autour de 2%. Maintenant, effectivement, si l'inflation importée, je dirais, elle est scalée, donc elle est à un niveau maîtrisable. Les conditions autour de l'inflation, qui sont notamment la croissance, on est sur un niveau de croissance qui est normatif, autour de 3%, qu'on devrait d'ailleurs revoir à la baisse avec la faible pluviométrie. On peut dire qu'il n'y a pas de risque du côté de la croissance, donc il n'y a pas de surchauffe. Du côté des crédits, on a un rythme de crédit qui a baissé, ce qui est le produit et le fruit de la politique monétaire de Banque Maghreb. Et si on va un peu plus dans le détail sur les crédits à la consommation et les crédits aux sociétés non financières, les évolutions ont été entre 0 et 2%, ce qui est un niveau en deçà de ce qui a été vu les dernières années, qui était autour de 4 à 5%. Donc on a tous les éléments. Donc le terrain commence à être prédisposé pour un processus baissier des taux d'intérêt, mais comme on le sait, donc la Banque centrale va prendre le temps de confirmer cette tendance. Et donc je pense que lors du prochain Conseil, le statu quo resterait, je dirais, le scénario central et le plus probable. Même s'il y a des voix sur le marché qui verraient une baisse de 25 points de base pendant le prochain Conseil, une histoire de dire que la Banque centrale va donner un signal et va un peu provoquer, je dirais, la relance économique. Mais le scénario central donc resterait une stabilité, d'autant plus qu'il y a des risques et des incertitudes qui continuent à exister, notamment celles liées au cours du pétrole, qui est très liée à la croissance et à la vigueur de la croissance américaine, et que, comme on l'a vu ces derniers temps, le prix du baril a été volatile ces derniers temps. Donc je pense que la Banque centrale prendra le temps pour observer cette tendance. Et l'Ouali de Banque Maghreb aime à rappeler ces différents risques à chaque fois lors des conseils. Alors, marché obligataire, on va en parler, parce que, et peut-être le rappeler aussi aux internautes qui nous écoutent, parce qu'il y a certains investisseurs, notamment particuliers, privés, etc., qui ne comprennent pas des fois l'importance d'analyser les marchés obligataires et les taux, notamment pour leur portefeuille boursier. Il faut qu'on commence à faire peut-être cette pédagogie un peu plus pour expliquer aux gens que le nerf de la guerre, c'est peut-être les taux, et que l'évolution des taux, c'est ce qui va impacter l'ensemble du marché des capitaux. C'est pour ça qu'on essaye d'aborder ce point à chaque fois avec les professionnels qu'on accueille. Alors, sur ce marché obligataire, disons-le, les investisseurs sont en train de gagner de l'argent en ce moment avec la baisse des taux longs, je vais le dire de manière très simple. Et la question est de savoir, est-ce que ça va se prolonger, donc de quelle amplitude? Et c'est la question que j'ai envie de vous poser. Je commence par vous, Mounir Moulouk. Comment voyez-vous l'évolution des taux à court et moyen terme? Est-ce qu'il y a encore de la marge pour la baisse? Alors, avant de répondre à cette question, il est important de voir d'où est-ce qu'on vient. Donc, quand on était en début d'année, la courbe des taux qui représente le niveau des taux d'intérêt par maturité, se situait à un niveau, je dirais, normatif. C'est-à-dire, nous avions les taux courts qui étaient proches du taux directeur et les taux longs qui étaient à un niveau pontifié. Alors, quand on dit pontifié, c'est-à-dire que l'écart entre les taux courts et les taux longs était important. Et ça, c'est une situation qu'on observe quand le marché n'a pas confiance. Donc, effectivement, après la hausse des taux qu'on a connue en 2022 et début 2023, le marché a exigé une prime de risque, une prime de rendement supplémentaire, ce qui fait qu'ils se sont positionnés sur des taux très élevés sur le long terme, mais ont eu confiance sur le court terme. Pour l'année 2024, le marché ayant confiance sur les perspectives de 2024, notamment avec la baisse de l'inflation et éventuellement des perspectives de baisse des taux directeurs, le marché a commencé à se positionner sur le long terme parce que c'est là où il y a le plus de rendement. Et cela s'est observé durant le mois de janvier puisqu'on a assisté à une baisse des taux, je dirais même une baisse accélérée qui était prévue tout au long du semestre, voire de l'année, mais qui s'est accélérée durant le mois de janvier et on a observé une baisse d'à peu près entre 20 et 30 points de base sur la partie moyenne et longue de la courbe, alors que le court terme s'est stabilisé. C'est normal parce que le court terme est très proche des taux directeurs. Maintenant, par rapport à ce qui va suivre, tout dépendra de la Banque centrale. Quand la Banque centrale baissera les taux automatiquement, on va voir une baisse des taux qui sera favorable pour les investisseurs. Je rappelle que quand il y a une baisse des taux, les détenteurs des obligations vont voir leur prix augmenter et donc vont réaliser une performance supérieure. En attendant cette décision de la Banque centrale,
je pense qu'on va aller dans une phase de stabilité qui n'exclura pas une petite volatilité qui serait liée essentiellement à la liquidité du marché et comme on a connu durant le mois de janvier. Mais globalement, ça serait une stabilité d'évolution des taux d'intérêt le temps que la Banque centrale dicte le rythme de la baisse d'ici la fin de l'année. Très clair. Et merci beaucoup pour ce petit rappel du contexte dans lequel ont évolué les taux. Abdelrazak, vous, votre vision sur les taux obligataires? Je pense que Mounir a bien résumé un peu la situation. Donc, après un pic qui a été atteint en début de l'année dernière des taux, on a assisté à une certaine baisse progressive et une prise de confiance progressive dans le marché qui s'était encore accélérée en ce début de l'année. Donc, ça fait le bonheur des investisseurs sur les OPCVM moyen-long terme, obligue. Par contre, là, on constate, si on compare avec les taux avant même le déclenchement de cette hausse de 2022, donc les derniers taux, ils sont à peu près 150 points de base plus hauts que les taux de 2021. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, après avoir exagéré un peu la hausse, notamment à cause des incertitudes qui régnaient à l'époque, maintenant les choses ont corrigé peut-être, qui reflètent exactement la hausse, les 3 hausses qu'il y a eu sur le taux directeur. Donc je dirais qu'à partir de maintenant, les choses seront plus ou moins stables. C'est exactement ce qu'a dit Mounir. En attendant la confirmation le pivot de la Banque centrale. Maintenant, la question, c'est uniquement est-ce que la Banque centrale va baisser ou pas. Si ça baisse, bien sûr, ça va donner de potentiels baissiers supplémentaires sur les taux. Mais à taux directeur stable, vous pensez que le marché est là stabilisé? C'est intéressant ce que vous dites, 150 points de base entre maintenant et 2021, ça fait l'écart de taux directeur entre les deux périodes, donc on est en ligne. Je comprends votre raisonnement, messieurs. Alors, dernière question, Mounir Mlouk, président directeur général de Twin Capital Gestion. Les OPCVM, c'est votre quotidien. Vous allez un peu nous expliquer comment ça se passe actuellement. Quelles sont les classes d'actifs, les classes d'OPCVM qui attirent le plus d'investisseurs aujourd'hui et pourquoi? Alors, tout d'abord, je voudrais juste rappeler que le marché des OPCVM est un marché qui collecte de l'épargne. Et donc, cette épargne est investie au sein de l'économie, dans des bons du Trésor, donc auprès de l'État et aussi dans des entreprises. Et donc, les OPCVM jouent un rôle très, très important pour le financement de l'économie. Après une hausse importante en 2023 qui n'est que le rattrapage de la forte baisse qu'on a connue en 2022, 2024 s'inscrit dans la même tendance. Et ça voudrait dire que les investisseurs qui sont, je dirais, les financeurs de l'économie, des financeurs indirects à travers les OPCVM, en confiance. Et ça, c'est très, très important. C'est le maître mot. Donc, c'est la confiance. Depuis le début de l'année, le marché a collecté un peu plus de 20 milliards de dirhams. Et ces 20 milliards de dirhams ont été levés essentiellement sur le moyen et le long terme. Pourquoi? Comme ce qu'on vient de dire, la baisse des taux anticipée par les investisseurs a poussé ces derniers à se positionner sur le moyen et le long terme pour réaliser des plus-values. Et donc, ils ont bien fait, parce que la baisse des taux ayant eu lieu, ils sont en train de réaliser des performances intéressantes. Une petite précision, si tu permets, Mounir, juste pour signaler que le MBI, long terme, en décembre et en janvier, il a fait des performances qui sont similaires à celles du MASI. C'est juste pour vous. Le MBI, c'est l'indice obligataire. C'est l'indice obligataire. Moyen long terme. Long terme, surtout la partie long terme de cet indice-là, il a réalisé de très fortes performances en décembre, encore en janvier, qui était vraiment très compétitif avec ce qu'on a vécu sur le MASI. C'est intéressant de voir cette volatilité aussi sur l'obligataire, ce niveau de performance. Alors, 20 milliards en 6 semaines, c'est intéressant, c'est beaucoup par rapport à... C'est un bon rythme, c'est un bon rythme. Ça montre une confiance. Ça montre une confiance et ce qui est intéressant, c'est que les investisseurs ayant confiance et sur le taux et sur le marché action se sont positionnés d'abord sur le moyen et le long terme, à peu près à hauteur de 50%, et le reste sur de l'action et le diversifié. Donc on a levé à peu près 3 milliards de dirhams sur le diversifié et 2 milliards de dirhams sur de l'action. Et sur la catégorie qui était perdante, et Mounir peut confirmer, c'est la catégorie monétaire. Bien Ça évidemment. veut dire, après avoir gagné pendant les années il y a un peu d'incertitude,
Donc, les investisseurs, c'est comme s'ils ils mettent le cash, réfugié dans le monétaire. put money to work, si on veut dire. Donc, ça veut dire le monétaire là, il est en train de travailler. Donc, les investisseurs, ils sortent du monétaire pour aller soit dans le moyen long terme, soit dans le MASI. Alors ça montre que l'OPCVM est un produit qui présente une certaine liquidité et qu'il est possible d'arbitrer à tout moment et que le plus important dans un investissement OPCVM, c'est d'avoir une stratégie, de suivre les marchés et quand on n'est pas expert, d'être conseillé pour pouvoir opérer ces différents arbitrages. Très bien. Écoutez, messieurs, merci pour ce tour d'horizon et j'espère qu'on pourra débriefer à ce prochain conseil de banque prochainement dès que possible. Mounir Mlouk, président directeur général de Twin Capital Gestion. Merci encore une fois d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci à vous. Abdelrazak Mghalaoui, merci également à vous d'avoir bien voulu être parmi nous. Merci.